Sans tarder, j'introduis l'intervenant d'aujourd'hui, Serge Berthier, qui est parti, donc qui est derrière moi. Je disais, il a disparu, ça commence bien. Voilà, donc Serge Berthier, qui est professeur à l'université Paris-Cité, qui est physicien de formation et qui travaille donc sur les sujets de biomimétisme. Et il nous racontera peut-être un petit peu son parcours avant de démarrer. Donc on est très heureux de le recevoir. Donc le biomimétisme qui est en fait s'inspirer de la nature pour créer des innovations, voilà, et des choses qui sont utiles à l'homme, basiquement, finalement. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir, et puis je gâche pas sa conférence, que je sais qu'il vous montrera des exemples de biomimétisme, et donc avec grand plaisir qu'on le reçoit aujourd'hui. Et il y a même... ouais, il y a du matériel. Voilà, bonne conférence. Merci. Bien, donc merci beaucoup à la Fondation. En tout cas, c'est un vrai plaisir d'être ici. Je vais vous emmener, vous promener un petit peu là-dedans. Donc là, ce que vous voyez, ce sont des sous-bois en Amazonie. Alors, moi, je suis physicien, comme on vient de vous le dire, et en particulier en physique, je fais une science relativement nouvelle qui s'appelle la photonique. Alors, la photonique, c'est l'art de manipuler la lumière. Voilà, c'est-à-dire le rêve, vous voyez, il y a une espèce d'aberration dans ce qui se passe ici en ce moment, par exemple. Là, je parle dans le micro, c'est de l'électronique. Et puis, là, il y a une antenne, et puis ça part je ne sais pas où, et donc à la vitesse de la lumière. Et puis ça retombe dans une boîte bourrée d'électronique qui va beaucoup plus lentement que la lumière. Donc en fait, la lumière, elle va trop vite. Et la photonique, ça veut dire qu'il faut être capable déjà d'arrêter l'électronique, que tout à l'intérieur se fasse avec la lumière. Et pour ça, il faut être capable de l'arrêter, de la faire tourner, voilà, tout ce genre de choses. Et alors ça, nous, on ne sait pas très bien faire. On débute un peu dans ce métier-là. Mais en fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que la nature maîtrise la photonique depuis 200, 300 millions d'années, à peu près. Voilà. Donc en fait, mon boulot, c'est d'aller me promener dans ces endroits magnifiques là, et puis de chercher les phénomènes photoniques que je peux trouver là-dedans. Alors un peu tout azimut, beaucoup chez les oiseaux, les papillons, les serpents, les grenouilles. Enfin voilà, toutes ces petites bêtes-là ont appris à gérer la lumière bien mieux qu'on ne sait le faire nous-mêmes. Voilà le contexte. Alors, donc, comme je suis photonicien, je vais essentiellement parler de phénomènes optiques, optiques au sens très large. Ça inclut évidemment le visible, donc toutes les couleurs magnifiques qu'on peut trouver là-bas, mais aussi un peu l'infrarouge et aussi un peu l'ultraviolet. Voilà. Alors, avant tout ça, on va faire un état des lieux de notre belle planète et voir en quoi la bio-inspiration peut nous aider. Si vous voulez, au-delà de fabriquer du velcro, par exemple, qui est une très belle invention bio-inspirée, mais ce n'est pas ça qui va sauver la planète. Donc il y a d'autres choses, peut-être plus les principes du vivant que ses réalisations. Voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Voilà, alors, l'état des lieux, eh bien, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'Organisation des Nations Unies, vous voyez, en 2012, qui a défini ce qu'ils ont appelé des limites planétaires. Alors, il doit y en avoir 9, je crois. Alors, il y en a, il y en a qu'on comprend très bien, perte de biodiversité, les choses, ça c'est un peu compliqué, j'en parlerai pas trop. Changement climatique, acidité des océans, etc. Et vous voyez que ça, c'était la situation en 1970, que donc, à part le flux d'azote, aucune des limites n'était dépassée il y a 50 ans. Alors, le flux d'azote, c'est très simple. Vous savez que l'azote, on l'utilise beaucoup dans les engrais, et tous les engrais finissent dans la mer. Et le cycle de l'azote, il est assez compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, pour revenir sur Terre, l'azote, il fallait passer par les organismes vivants, les oiseaux, etc. Comme il y en a de moins en moins, l'azote ne revient plus.
hein. Donc le cycle est cassé, en quelque sorte. Voilà. Donc ça, c'était la situation il y a 50 ans. Et voilà la situation aujourd'hui. Donc vous pouvez vous apercevoir qu'on a allègrement dépassé au moins déjà 3 limites. Alors limite, c'est à prendre dans le sens, quand on les aura dépassées, ça va être très difficile de revenir en arrière, hein. Une espèce de non-retour, là, qu'on a déjà dépassé en biodiversité, dans le flux d'azote, évidemment, et le changement climatique. Bon, il y a quand même quelque chose de rassurant. Vous voyez, par exemple, on parle plus trop du trou dans la couche d'ozone. Ça, on a connu ça quand on était petit, hein. Et puis, bon, il s'est plus ou moins bouché maintenant, mais voilà. Et puis, l'acidité des océans, catastrophique, etc. Voilà, donc on en est là. Alors après, qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? Alors, on revient en arrière, on fait un peu d'histoire. Ce que vous voyez ici à gauche, c'est ce qu'on pourrait appeler la biosphère, hein. C'est l'ensemble de tous les organismes vivants que vous pouvez trouver sur Terre. Donc il y a évidemment les animaux, les plantes, les champignons, les bactéries, les protocytes, etc., etc. Accessoirement, en passant, vous voyez la place des insectes. Et donc les insectes, ça fait partie des arthropodes. Si j'avais dessiné les arthropodes, ils occupent la moitié des autres animaux ici. C'est-à-dire que les arthropodes, en fait, c'est eux qui occupent la Terre. Vous prenez au hasard une espèce sur Terre, eh bien, il y a 75% de chances pour que ce soit un arthropode. Voilà. Donc évidemment, c'est intéressant de regarder ces petites bêtes-là, et je vais vous en montrer énormément, hein. Voilà. Alors, après, il y a eu une date clé, si vous voulez, dans notre évolution, c'est la maîtrise du feu. Alors, on apprenait ça à l'école, hein. C'est-à-dire qu'avant la maîtrise du feu, finalement, nous on est là tout petit, on fonctionnait finalement exactement comme les autres organismes, c'est-à-dire que on trouvait quelque chose par terre, alors de la pierre, du bois, de l'os. On savait fabriquer des outils avec, les animaux aussi fabriquent des outils. Vous voyez, on cheminait de la même façon. Et la maîtrise du feu, ça change tout, parce qu'à partir de là, on peut modifier les éléments. On ne les utilise plus simplement, on les modifie. C'est-à-dire que je trouve du minerai de fer et j'arrive à en faire un outil, hein. Donc ça, et ça, on est les seuls à le faire, hein. C'est-à-dire transformer les éléments chimiques, les combiner pour faire autre chose. Donc on a pris un chemin là qui a divergé de tous les autres. Alors il ne faut pas s'en plaindre, hein. C'est grâce à ça qu'on est encore là, que je peux vous parler, qu'on a une médecine qui marche bien, enfin vous voyez, qu'on va sur la Lune, enfin je ne sais pas si c'est bien d'aller sur la Lune, mais enfin vous voyez, c'est quand même assez génial tout ça. Sauf qu'il y a un problème quand même, c'est que cette exploitation et la transformation des éléments, on sait qu'elle est finie. Enfin, elle est finie, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas continuer indéfiniment, parce que les éléments sont en quantité finie sur Terre, hein. Donc on sait déjà que dans le siècle qui vient, alors ce sera très difficile de trouver du fer, du cuivre, c'est déjà commencé. On trouve pratiquement plus de cuivre maintenant. Il n'y a plus de germanium, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Et donc, voilà. Donc, on en est là. Et on sait que si on continue, on va droit dans le mur. Donc, l'idée, c'est, mais il serait peut-être temps d'aller voir comment font les autres. Hein, et les autres, ils font des choses absolument merveilleuses, hein. Ils font un frelon, ça fabrique de l'électricité, les poissons font de l'électricité, ils savent faire des champs magnétiques, ils savent construire, ils savent faire des produits absolument extraordinaires qu'on est foutu de faire, etc. Et tout ça, ils le font. Alors, on va voir avec quoi, mais on va faire un petit panorama des matériaux utilisés dans la nature. Alors, vous allez voir qu'il y en a extrêmement peu. Alors, il y en a un qu'on connaît très bien, c'est le carbonate de calcium. Le carbonate de calcium, chez nous, les vertébrés, c'est nos os, hein, mais c'est aussi ce que vous trouvez dans les coquillages, et c'est ce que vous trouvez chez des organismes marins comme ça, c'est du zooplancton, c'est de la coquille, c'est du carbonate de calcium. Premier matériau. Deuxième matériau, c'est la silice. Alors, la silice, on connaît bien, c'est le verre à carreaux, hein, par exemple.
Alors, il y a énormément d'organismes qui utilisent le verre à carreaux, la silice. Hein, donc vous avez des éponges ici, vous avez des diatomées, vous avez des plantes. Vous voyez, ces petits piquants de végétaux, c'est de la silice. Hein. Et puis, ça, c'est un détail de cette éponge-là. Déjà quelque chose d'intéressant. Pour faire du verre à carreaux, nous, c'est 1500 degrés pour faire du verre. Hein. Et les verres spéciaux, ça peut être encore plus que ça. Les diatomées, c'est dans l'eau à température ambiante. Alors là, c'est peut-être... les chimistes ont pris de l'avance d'ailleurs sur les physiciens. Ça a inspiré la réalisation de verres, de bio-verres, qui se font à température ambiante, en pH ambiant, enfin, etc. Quoi. Hein, mais voilà, ça c'est déjà une très belle leçon que peut nous donner la nature. Autre élément, alors du coup extrêmement répandu, c'est la chitine. Donc la chitine, c'est ce qu'on va trouver sur les écailles de papillons. Et là, vous allez en avoir plein les yeux tout à l'heure. Mais c'est aussi les carapaces de tout ce qui est crevettes, homards, etc. quoi. Voilà, la chitine. Vous avez ensuite la kératine. Donc la kératine, il y en a deux formes différentes, mais ce n'est pas très important. C'est nos cheveux, hein, en particulier. C'est les cornes de certains mammifères, et puis c'est les plumes et les écailles les plumes des oiseaux et les écailles des reptiles. Et enfin, le dernier, il ne faut pas l'oublier, c'est la cellulose. Donc ça, c'est le matériau avec lequel les plantes se structurent. Voilà. Accessoirement, vous pouvez déjà remarquer la structure un peu multi-échelle de la cellulose. C'est-à-dire que vous avez une fibre de cellulose, il y a une microfibre, et ça se redivise en nanofibres, etc., etc. Et ça, vous allez voir que c'est quelque chose qu'on retrouve très couramment dans la nature. Cette espèce de structuration multi-échelle, parce que c'est la base de la multifonctionnalité. Alors, on parle beaucoup de multi, là, vous voyez, mais multi-échelle, multifonctionnalité, ça fait partie des leçons de la nature, c'est la très grande économie utilisée dans la nature. Vous allez voir qu'une aile de papillon, on va la décrypter tout à l'heure, ça sert accessoirement à voler, mais ça sert à 1000 autres choses. Et ça peut faire 1000 autres choses parce que c'est structuré sur... du macroscopique jusqu'au nanoscopique, il y a toutes les étapes, et à chaque étape, il y a un phénomène physique différent qui se passe, et ça permet de faire plein de trucs avec 3 fois rien, quoi. Voilà, donc si je fais le bilan... Alors, maintenant, on regarde les éléments chimiques qu'il y a là-dedans. Donc là, vous reconnaissez, bon, c'est le tableau de Mendeleïev, c'est tous les éléments chimiques. Eh bien, dans tous les matériaux que je vous ai montrés là, il y a ces 6-là, et c'est tout. Ah. C'est-à-dire que la nature, elle se structure avec 6 éléments chimiques, et vous voyez lesquels, hein, hydrogène, carbone, azote, oxygène, silice et calcium. Et c'est tout. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on regarde maintenant où on en est dans l'utilisation des matériaux, des éléments chimiques qu'il y a sur Terre, eh bien, vous voyez, menace très sérieuse, le germanium, le gallium, etc., indium, il n'y en a plus. Menace émergente, c'est les terres rares là, qui sont par ici. Et puis, abondant, c'est très précisément celle que la nature utilise uniquement. Et avec ces 6 éléments-là, je vous dis, ils font de l'électricité, ils font du magnétisme, il y en a qui ont des GPS, ils nagent, ils se déplacent, ils sont capables de descendre à 11 000 mètres de profondeur sous l'eau, ce qu'on n'est pas capable de faire. Enfin, vous voyez, donc là, on sent qu'il y a quand même quelque chose à faire, quoi. C'est assez aberrant de gâcher les éléments alors qu'il y a moyen de faire en organique. Alors, ceci dit, ça vient. Voilà. On sait faire maintenant de l'électronique tout en organique. Vous avez peut-être entendu parler qu'on va stocker dans l'ADN, par exemple. Bon, l'ADN, c'est ces éléments-là strictement, hein, etc. Voilà où on en est. Donc, si je fais un petit résumé de tout ça, eh bien voilà, vous avez 5 briques élémentaires. Et pour tout faire, si vous voulez, pour faire toute la vie, c'est ces briques-là qu'on va prendre, mais on va les structurer. Alors, faire beaucoup avec rien, ça a un prix. Et ce prix, c'est le désordre. Donc, je suis un fanatique du désordre.
Ça plaît pas toujours, mais la nature maîtrise magnifiquement bien le désordre. Je vais vous montrer des exemples. Alors, c'est quelque chose qui est compliqué à faire passer auprès d'un ingénieur, si vous voulez, hein, de lui dire vous allez me fabriquer déjà un objet qui aura 5 fonctions différentes. Il va commencer à tourner, à faire la tronche un petit peu. Hein. Et puis ensuite, je vais lui dire oui, puis c'est compliqué de faire multifonctionnel. Parce que toujours, il y a une fonction qui marche mieux que les autres. Alors, on n'est pas content. Et je vais lui dire, oui, mais parce qu'il faut mettre un petit peu de désordre dans ton travail. Alors là, il me fout à la porte. Ah. Voilà. Alors, multifonctionnalité grâce au multi-échelle. Voilà l'exemple de ce très beau papillon. Et un papillon, c'est structuré de la façon suivante. Hein. Vous avez des écailles sur l'aile, que vous voyez là. Dans ces écailles, vous avez une structure qui est microscopique. Hein. Dans cette structure, vous avez encore des couches plus fines qui sont nanoscopiques. Et enfin, vous arrivez aux molécules. Et tous les phénomènes physiques qui sont là, une aile de papillon, ça a des propriétés mécaniques. C'est super hydrophobe, donc auto-nettoyant. Bon, j'ai amené un papillon là, on pourra essayer de s'amuser avec tout à l'heure. Hein. Ça capte l'énergie solaire, ça crée des couleurs qui sont souvent un outil de communication entre mâles et femelles. Donc ça a des propriétés optiques, ça a des propriétés thermiques. Une aile de papillon, c'est isolant, hein, etc. Voilà. Et tout ça avec c'est fait avec de la chitine, uniquement. Un seul matériau. Et une aile de papillon, parce qu'elle est structurée, parce qu'elle est désordonnée, elle arrive à faire tout ça, et de façon très équilibrée. Et ça, c'est le désordre qui va empêcher qu'il y ait une des fonctions qui éclate et qui écrase les autres. Vous voyez, quand vous voyez ces belles couleurs-là, moi, dans mon labo, je peux faire mieux. C'est pas très difficile. Hein. Par contre, si j'optimise la couleur, je vais perdre sur l'absorption solaire, je vais perdre sur l'auto-nettoyage. C'est antibactérien, une aile de papillon aussi, par exemple. Vous voyez. Et donc, si j'optimise, moi, la couleur, c'est-à-dire que je vais faire une structure parfaite, là, très régulière, alors ça va balancer des flashs lumineux fabuleux, mais du coup, je vais perdre sur l'antibactérien. Donc, en fait, il faut optimiser en moyenne et non pas chacune des fonctions. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer mon boulot, donc la photonique naturelle. Ce que vous voyez là, c'est la patte d'un charançon. Et les petites écailles que vous voyez là, tout ça, c'est sans aucun pigment, c'est strictement une structure, ce qu'on appelle une structure photonique. Alors, la photonique, ça peut s'expliquer de façon très simple. Hein. Souvenez-vous, on veut manipuler la lumière, c'est-à-dire entrer en interaction avec elle, et la lumière, vous savez qu'un de ces modèles, c'est le modèle ondulatoire. C'est une onde, c'est les ondes électromagnétiques là, qu'on vous dessine comme ça. Voilà. Alors, on peut partir de là. Donc là, je vous ai dessiné une onde, donc c'est de la lumière, elle se déplace dans ce sens-là. Et une des caractéristiques des ondes, c'est le pas, qu'on appelle la longueur d'onde, c'est la période, si vous voulez, de cette onde. Eh bien, si vous êtes capable de fabriquer un objet, lui aussi périodique, eh bien, là, c'est de la musique. Vous envoyez quelque chose de périodique sur un autre objet qui est périodique, si les fréquences sont les mêmes, ou des harmoniques, eh bien, l'objet, il va vibrer. Ah, voilà. Alors, la photonique, c'est ça. Alors, vous allez me dire, c'est facile. Non, parce que si vous voulez manipuler le visible, par exemple, cette longueur d'onde-là, elle fait 400 nanomètres. Et donc, ça veut dire que si vous voulez interagir avec cette lumière-là, eh bien, il faut que vous fabriquiez un objet périodique avec un pas de 400 nanomètres. Et ça, on ne sait pas faire. Alors, c'est comme en musique, hein. Ça peut être 400 ou c'est harmonique. Ça peut être 2 fois moins, 4 fois moins, 8 fois moins, etc. Hein. Voilà. Donc, mes collègues au labo, là, je travaille dans un... Oui, je ne l'ai pas dit, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut des nanosciences de Paris. Alors, c'est un énorme labo, on doit être 250 chercheurs, je crois, où on fait toute la physique à l'échelle nanoscopique.
Et mes collègues qui essaient de fabriquer ça, ils s'arrachent les cheveux parce que c'est monstrueusement difficile. On ne sait pas très bien faire tenir comme ça des objets périodiquement à cette échelle-là. Hein, voilà. Et donc moi qui suis feignant, je vais étudier ce qui existe déjà parce que la nature sait faire ça de façon magnifique. Voilà. Alors là c'est un détail, mais on est dans un espace tridimensionnel, donc un objet il peut être périodique dans une direction, deux directions, trois directions. Voilà, ça c'est un objet unidimensionnel, bidimensionnel, tridimensionnel par exemple. Alors, j'ai trouvé des petites bêtes qui font ça magnifiquement bien. Alors voilà quelques exemples de belles structures unidimensionnelles. Alors ça c'est un papillon qui vient de Madagascar, vous voyez. Il vient pas d'Amazonie, mais très très beau papillon. Vous regardez ses écailles, c'est ça. Hein. Et il n'y a pas un pigment dans cette affaire-là. C'est strictement la structure des écailles qui donne ces couleurs-là. Et voilà une autre vue. Alors, où est-elle la structure ? Eh bien, vous prenez une écaille, vous coupez, hein, et puis vous voyez que en fait, la membrane supérieure de cette écaille, eh bien, c'est un empilement de couches très régulière. Et on ne voit pas l'échelle ici, mais ça fait 100 nanomètres. C'est-à-dire exactement ce qu'il faut pour faire du bleu. On adore lambda sur 4 en optique. Si lambda c'est 400, lambda sur 4 ça fait 100, les couches font 100 nanomètres, ça fait du bleu, ça ne peut pas faire autrement que du bleu d'ailleurs, hein, c'est génial. Voilà, un bel exemple de structure unidimensionnelle. Alors là, vous avez vu mes couches, elles étaient plates. Hein, et il y a une petite bête, alors celle-là, elle vient de chez nous, hein, enfin, surtout de chez vous d'ailleurs, il y en a plus dans le sud que dans le nord, c'est une cicindelle. Hein. Donc un petit coléoptère. Et vous voyez, il a une carapace qui est verte. Mais si vous la regardez de près, elle est comme ça. Alors ce qui se passe là, vous voyez qu'en fait, c'est plein de petites alvéoles et qui ont le centre est jaune et le pourtour est vert ou bleu selon les endroits. Et donc le vert que vous voyez de l'extérieur, c'est le mélange du jaune et du bleu. Donc voilà. Et tout ça, alors la structure, la voilà. Hein. C'est encore des couches minces, mais cette fois-ci, elles sont hémisphériques. Alors ça a donné lieu à une belle application bio-inspirée d'ailleurs, hein, qui est celle-ci. La lumière qui arrive au centre, là, selon l'épaisseur, ce qu'on voit là, c'est que ça va se réfléchir de façon... la couleur va être jaune. Hein. Et cette lumière-là, elle est ce qu'on appelle non polarisée. Non polarisée, c'est-à-dire que c'est la lumière naturelle. Hein. Polariseur, vous connaissez sans doute ce que c'est, on en utilise quand on va au cinéma 3D par exemple. C'est une structure qui laisse passer la lumière qui oscille dans une direction, par exemple de haut en bas comme ça, et puis qui va couper celle qui oscille comme ça. C'est ça que ça veut dire polarisé. Mais la couleur la lumière qui arrive par les côtés, qui va faire un chemin comme ça, nos étudiants savent ça très bien. À chaque réflexion ici, la lumière va se polariser un petit peu. Donc après 2 réflexions, elle va être très polarisée. Et donc ce que vous voyez, vous, de l'extérieur, c'est un mélange de jaune et de bleu qui va vous faire du vert, mais la composante bleue de ce vert-là est polarisée. Et si elle est polarisée, ça veut dire qu'avec un simple polariseur comme ça, vos lunettes de vision 3D, vous pouvez la supprimer, vous l'empêcher de passer. Et du coup, ne passera que le jaune. Ce qui veut dire qu'avec un simple petit bout de plastique, petit polaroïde, là, vous pouvez changer la couleur d'un objet, la faire passer de bleu à jaune. Et ça, on s'en est servi. Alors on a fabriqué ça hein, au laboratoire. Hein. Vous avez un objet qui est vert comme ça, assez uniforme, et puis selon la façon dont vous orientez votre polariseur, vous allez faire apparaître des motifs, et puis ces motifs, vous pouvez les changer à volonté, etc. Ça a été utilisé comme motif anti-falsification dans des billets de banque, parce que ça ne coûte rien à faire et que c'est extrêmement dur à reproduire. Voilà, une petite application qu'on doit à un papillon d'ailleurs et à la cicindelle. Voilà. Si on passe aux structures bidimensionnelles maintenant, alors ça c'est le morpho. Morpho qui est là. Celui-ci doit s'appeler morpho
Morphocypris, je crois. Donc le bleu de ce morpho, alors j'en ai amené un, on va le regarder là tout de suite. Là aussi, c'est strictement une structure. Alors c'est une très belle structure, un petit peu plus compliquée, dont l'effet est de diffracter la lumière. Vous voyez, donc ici j'ai pris mon papillon, je l'éclaire avec un laser ici, et je vois que derrière ici, je n'ai pas une tache, c'est toute une petite série de taches. Hein. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette, quelque part là-dedans, dans ce papillon, il y a une structure photonique qui va diffracter la lumière dans ce sens-là. Et cette structure, la voilà. Donc voilà les écailles. Sur les écailles, vous voyez des magnifiques petites stries comme ça. Les écailles sont striées. C'est ça qui va diffracter la lumière, mais ça ne vous explique pas pourquoi c'est bleu. Si vous regardez d'un peu plus près, bon là c'est les mêmes écailles, on voit mieux les stries là, et la structure, c'est la structure de chacune des stries qui va fabriquer le bleu. C'est-à-dire que chacune des stries est en fait un empilement de petites couches, et ces couches-là font encore une fois 100 nanomètres. Et donc le bleu est créé par cet empilement-là, et la structure en strie va envoyer la lumière à gauche, à droite du papillon. Alors ça, c'est une belle stratégie. Pour la petite histoire, le papillon que je vous ai montré, c'est un mâle. Et les femelles sont parfaitement camouflées, elles sont jaunes et noires, plus grosses, jaunes et noires. Hein. Aucune ressemblance entre les deux. Et donc l'histoire, c'est que les femelles vivent au sommet de la canopée, donc c'est des papillons amazoniens, ça. Les femelles vivent au sommet de la canopée et les mâles plutôt dans les sous-bois, butinent en bas. Et comme les femelles sont très camouflées, il faut quand même qu'ils se rencontrent d'une façon ou d'une autre, et donc c'est le mâle qui s'exhibe. Alors c'est bien, on adore, mais c'est dangereux parce qu'ils sont parfaitement comestibles. Donc ils ont trouvé une stratégie pour être très visible, mais très difficile à attraper. Et c'est dû à la diffraction, c'est-à-dire que le bleu, vous le voyez, il part dans certaines directions seulement, et puis quand vous battez des ailes comme ça, un coup vous le voyez, un coup vous ne le voyez pas. Donc vous voyez un espèce de pointillé, et le coup de génie, c'est que entre deux pointillés, il change de direction. Donc un oiseau est absolument incapable d'attraper un morpho, et un chasseur de papillons, c'est extrêmement difficile, parce que c'est pareil, on le voit là, on se précipite, et puis il disparaît, puis quand il réapparaît, il est à côté, quoi. Donc on se tourne, etc., quoi. Voilà. Donc stratégie d'un mâle pour ne pas se faire manger et se montrer. Voilà. Alors, ça c'est un papillon de chez nous, hein, c'est le citron de Provence d'ailleurs. Hein. Lui, il fait la même chose. Alors, il est jaune, et jaune, c'est un pigment. Bon, qu'on connaît très bien. Le mâle, il a rajouté une structure que n'a pas la femelle. Et la structure, c'est à peu près la même que celle du morpho, vous voyez. Donc là, vous avez le mâle de ce côté-là, la femelle de ce côté ici. Et vous voyez que le mâle, il a les petites lamelles ici, en couche. Elles sont plus fines que celles du morpho. Et donc, elles vont faire des couleurs dans l'ultraviolet. Donc en fait, ce papillon que nous, on voit jaune, entre eux, qui voient bien dans l'ultraviolet, ils se voient couleur ultraviolette. Ne me demandez pas ce que c'est, mais c'est coloré. Hein. Voilà. Et on arrive aux très belles structures tridimensionnelles. Alors ça, c'est ça que mes collègues veulent fabriquer. Ils veulent fabriquer ce qu'on appelle un cristal photonique, c'est-à-dire une structure tridimensionnelle comme ça. Et ce que vous voyez là, ce sont des écailles d'un charançon. Hein. Voilà un autre exemple. Si je reviens un peu là, vous voyez qu'il y a chaque écaille a pratiquement une couleur. Hein. Il y en a quelques-unes qui ont des défauts. Alors s'il n'y a qu'une seule couleur, ça veut dire que la structure est parfaite sur toute l'écaille. Et une écaille, ça fait 100 microns dans ce sens-là. C'est très gros, 100 microns, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Hein. Pour nous, c'est gros. Le nanomètre, hein, c'est 1000 fois plus petit que le micron, hein, quand même. Voilà. Et donc là, c'est parfait. Le charançon d'à côté, lui, il fait des couleurs différentes, mais la structure est la même. Donc ça veut simplement dire que la structure est orientée de façon différente. Hein. C'est un polycristal, comme on appelle ça. Et alors, regardez, vous avez ici un exemple des effets colorés que vous pouvez créer avec ça. Donc ça, c'est un petit film. Et là, je ne fais qu'orienter différemment la lumière qui éclaire le charançon.
Voilà, donc vous voyez, chaque cristal peut passer par toutes les couleurs pratiquement. Donc ça, c'est typiquement le genre d'effet qu'on aimerait être capable de fabriquer, puis de mettre dans un truc comme ça. La lumière qui arriverait par là, elle aurait telle couleur, et puis je pourrais l'envoyer par là, la séparer d'une qui partirait de l'autre côté. Enfin, vous voyez, manipuler, quoi, voilà. Et la petite bête en question, c'est ça, vous voyez, donc c'est un charançon, un Thymus imperialis. C'est un beau charançon quand même, hein, c'est pas les tout petits charançons qui nous bouffaient le blé dans le temps. C'est une petite bête qui fait 3 cm quand même, assez costaud, avec de magnifiques écailles. Et alors ce que je vais vous montrer là, c'est que c'est cette gestion du désordre que on pourrait penser comme ça, ouais, mais la nature, c'est toujours un peu désordonné. Non, elle est capable de faire parfaitement ordonné, c'est celui-là, et dans l'espèce d'à côté, pour une autre raison, elle est capable d'introduire du désordre, c'est-à-dire qu'elle gère parfaitement le désordre. Donc, on va balayer ici. Là, vous avez la structure parfaitement ordonnée. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et la structure à l'intérieur, vous voyez, c'est ça. Donc, vous voyez qu'ici, c'est rigoureux. Tous ces petits picots là, ils font je ne sais plus combien, ça fait 5 microns, ça veut dire qu'ils font 50 nanomètres à peu près. Et vous voyez que c'est parfaitement ordonné. Et puis à l'autre bout de la chaîne, vous trouvez celui-là, donc c'est aussi un charançon, il s'appelle Eupholus albofasciatus, parce qu'il tourne vers le blanc, et la structure à l'intérieur, c'est la même, mais parfaitement désordonnée. Voilà. Et du coup, plus aucune taille caractéristique là-dedans, et donc toutes les couleurs, donc le blanc. Voilà. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre de façon très graduelle, comme ça. Vous retrouvez la même chose chez les longicornes, qui sont des espèces assez proches d'ailleurs, d'un point de vue phylogénétique. Vous avez des structures très cristallines là, vous avez des structures polycristallines, et puis vous avez des structures parfaitement amorphes. Et vous voyez l'évolution des couleurs, ça flash, c'est coloré. Au milieu, il y a encore des couleurs, mais ça brille moins, parce qu'avec le désordre, ça part un peu dans tous les sens, des choses comme ça. Et puis quand vous avez le désordre parfait, vous arrivez à des structures blanches. Alors, c'est peut-être le moment je vais vous montrer juste un petit quelque chose. On parlait multifonctionnalité tout à l'heure. Donc vous avez ici un magnifique morpho. Donc ça, c'est un morpho mâle, comme je vous disais. Alors vous voyez il est très bleu de ce côté-là, et face ventrale très noire, très sombre. Donc en fait, quand il est en danger, il se pose sur les arbres, et du coup, il est très camouflé. Mais ce que je vais vous montrer, c'est deux choses. D'abord, l'Amazonie, il pleut tous les jours. Donc et puis des belles pluies quand même. Donc il faut imaginer qu'est-ce qui arrive sur un papillon quand il reçoit une averse. Donc ça, c'est de l'eau, je confirme. Donc, il y en a qui m'ont dit ça prouve rien, ça serait de l'alcool, ça serait pareil. Non, c'est de l'eau. Et vous voyez que quand je mets de l'eau dessus, l'eau roule dessus. Chemin faisant, elle nettoie, c'est-à-dire que je vous avais dit que c'était antibactérien, donc il y a des bactéries mortes, et quand il pleut comme ça, eh bien c'est évacué, et c'est évacué vers l'extérieur plus que vers l'intérieur, parce que les écailles sont un peu relevées comme ça, donc ça guide l'eau vers l'extérieur et pas vers le corps. Et voilà, donc c'est super hydrophobe. L'expérience suivante, et là on arrive un peu aussi dans la bioaspiration. Alors là, je vais pas goûter, c'est de l'acétone. Voilà. Alors, la différence entre l'eau et l'acétone, c'est que l'acétone, elle va rentrer dans la structure. Elle n'est pas hydrophobe pour l'acétone. Donc l'eau va rentrer dans la structure, et l'acétone va rentrer dans la structure, va prendre la place, elle va s'infiltrer dans les petites lamelles là, et donc d'un point de vue optique, je change la structure. Et si je change la structure, je change la couleur. Donc expérience. Et voilà, le papillon devient vert. Je ne sais pas si peut-être vous ne le voyez pas très bien, il faudrait l'éclairer
Enfin, on pourra le faire après, je crois qu'au premier rang, il confirmera que c'est devenu vert. Hein. Voilà. Et puis, l'acétone, c'est bien, il va s'évaporer et ça va redevenir bleu. Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Alors, là aussi, si vous avez envie d'être capable de changer la couleur d'un matériau, vous avez un bel exemple ici, et il y a beaucoup de gens qui ont envie de changer la couleur d'un matériau. Alors, il y a d'autres exemples, de changement de couleur. Alors, en physique, on appelle ça la X-chromie, X étant la contrainte. C'est ce que vous allez appliquer sur l'objet. Si je parle sans micro, c'est aussi bien, non ou pas ? Non, il faut vraiment... Bon, donc X-chromie, X, ça va être par exemple la température, l'humidité, vous voyez, des choses comme ça. Alors, il y a des très jolis petits exemples qu'on trouve dans la nature de modification de couleur avec la température et avec l'humidité. Encore un petit insecte de chez nous. Donc ça, c'est Cetonia aurata. C'est un mâle encore, très classique. Chez les espèces qui ne vivent pas très longtemps, ce qui est le cas des insectes, il faut toujours que la femelle vive plus longtemps que le mâle, parce qu'il faut tout bêtement le temps de la ponte. Hein. Donc, généralement, les femelles sont plus grosses et plus camouflées. Et l'inconvénient de se camoufler, c'est que du coup, ça oblige le mâle à se montrer pour qu'il ait une chance de se retrouver, quoi. Hein, donc là, c'est très joli, c'est un petit mâle. Et vous voyez qu'avec l'humidité, eh ben, il peut passer, il verdit, un peu comme le morpho ici, hein, exactement, sauf que ça veut dire que ce n'est pas hydrophobe, hein, que l'eau peut pénétrer dans la structure. Alors, les écailles sont très belles, hein, ça ressemble à ça. Et puis, à l'intérieur, c'est une structure assez désordonnée. C'est un bleu très mat, et ça, c'est parce qu'il y a un peu de désordre là-dedans, quoi. Alors, c'est très joli à voir, hein. C'est des petits coléoptères qui vivent dans les zones humides en général. Alors, quand le printemps arrive, là ça va être le cas bientôt, les mâles, ils montent le long des feuilles comme ça et des branches dans les prairies, et puis on voit les femelles qui tournent autour. Alors elles sont brunes, plus grosses et qui tournent autour. Et s'il y a un prédateur, tout le monde tombe, et ils tombent dans l'herbe humide et ils verdissent et ils sont camouflés, quoi. Voilà. Vous avez un phénomène un peu différent. Alors ça, c'est un insecte des Antilles, hein, Dinastercule. Alors là, c'est les costauds, c'est des insectes gros comme ça. Hein. Et eux, ils noircissent à l'humidité. On ne sait pas très bien quel est l'intérêt. Probablement, étant noirs, ils captent mieux l'énergie solaire, donc ils peuvent mieux se réchauffer le matin. Les nuits sont humides, donc ils noircissent la nuit. Et puis le jour, comme ils sont sombres, ils captent l'énergie solaire et comme ça, ils peuvent se réveiller plus rapidement. Voilà, alors, bon, le phénomène, je peux vous l'illustrer comme ça. Vous avez de l'eau dans une structure qui faisait du bleu. L'eau prend la place de l'air dans la structure, et puis ça vous fait du vert, quoi. Voilà. Autre exemple, là, dans ce que je vous ai montré là, l'insecte n'est pas maître de la situation. S'il pleut, il change de couleur. S'il ne pleut pas, il ne change pas de couleur. Il y en a qui changent volontairement de couleur. Alors, volontairement, non, je ne veux pas dire ça. Je veux dire que c'est actif. Ça ne dépend pas du climat ou des choses comme ça. Alors, un très bel exemple, c'est ce petit casside-là. Donc ça, c'est un petit coléoptère plutôt brillant qu'on trouve en Amazonie, qui mange du... Oh, il a une plante haute assez courante. Et si vous l'excitez un petit peu, il devient comme ça. Il devient rouge vif. Et l'explication est la même que celle que précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, là, il a une structure qui lui donne cet aspect très brillant, là, et vraiment un bon miroir. Et quand il est attaqué, c'est lui qui injecte un fluide dans la structure. La structure, ce fluide a exactement le même indice que le matériau. Donc c'est comme si la structure n'existait plus, si vous voulez. Donc la lumière passe à travers, et sous cette structure, il y a une couche de pigments rouges. Voilà. Donc en fait, vous pouvez utiliser ce principe-là, vous mettez les couches de pigments que vous voulez, et puis en jouant sur la perméabilité du matériau, vous faites apparaître toutes les couleurs que vous voulez sur votre matériau. Et puis, un autre exemple, c'est de la thermochromie. Alors ça, c'est une petite sauterelle australienne. Quand il fait chaud, elle est bleue comme ça.
un très, très joli bleu. Et on sait qu'elle réfléchit, c'est une protection contre les ultraviolets. Donc elle les renvoie, elle les réfléchit, puis elle réfléchit le bleu aussi, hein, en passant. Et puis vous voyez, là on a été très méchant, on l'a posée sur un glaçon, le glaçon de l'apéro, et elle devient noire instantanément. Donc en fait là, on comprend très bien l'intérêt. Quand il fait froid, comme il se chauffe à l'énergie solaire, il faut qu'il soit noir. Et comme ça, il se réchauffe plus facilement. Voilà. Je vais peut-être pas accélérer un petit peu. Ouais, enfin bon. C'est moi qui ai le micro après tout. La transparence. Alors la transparence, c'est le meilleur camouflage qui soit. Évidemment, hein, un bon camouflage, c'est le camouflage qui s'adapte à l'environnement, ce qui n'est pas facile. Hein. Par contre, si vous êtes parfaitement transparent, vous êtes toujours camouflé. Donc on trouve ça chez les libellules, chez ces insectes-là, par exemple. Et pour être super transparent, eh bien, une des techniques, alors, vous allez trouver ça aussi chez les cigales, hein, beaucoup, et sur les ailes de libellules. Alors, l'idée toute simple, c'est de dire je mets rien sur les ailes, hein, pas d'écailles, juste la membrane. La membrane elle est transparente et donc je suis transparent. Pas tout à fait, parce que les cigales se feraient repérer par les reflets. Donc en fait, ils ont tous développé des structures anti-reflets, comme celles qu'on a sur les lunettes, mais en mieux. Et ça, c'est une application bio-inspirée aussi. On appelle ça les Moss-Eye Structures, les structures d'œil de mythe, parce que les papillons de nuit ont ça aussi. Hein. Et c'est des structures qui ressemblent à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas lisse du tout. Vous avez des petits picots comme ça. Et l'intérêt ici, c'est qu'il faut imaginer la lumière qui arrive là-dessus. Pour qu'il n'y ait pas de reflet, il ne faut pas qu'il y ait d'interface, si vous voulez. Hein. Si vous avez une interface lisse, vous aurez un reflet. Donc l'idée là, c'est de mettre des petits picots, comme ça la lumière, elle voit la pointe d'abord, puis ça s'élargit doucement, et ça fait une transition douce, et vous n'avez pas de reflet. Hein. Alors on ne fait pas ça sur les lunettes, parce que ça a un inconvénient, c'est qu'on ne pourrait pas les nettoyer. Si on frotte, on ferait partir, mais on fait ça sur toutes les optiques embarquées, par exemple, sur les satellites. Ils ne sont jamais salis là-haut, et ça a un énorme avantage, c'est que nos lunettes, si vous voulez, on met plein de couches comme ça pour faire une adaptation lente, vous voyez, mais ça veut dire que c'est des couches de matériaux différents, forcément. Hein. Et si c'est des matériaux différents, ça veut dire qu'à la chaleur ou au froid, ils se dilatent et se contractent de façon différente. Et donc, ils finissent par à se décoller et à s'écailler. Hein. Donc, sur les satellites, quand il est exposé au soleil, il est chaud. Quand il est exposé au noir, il est à 4 degrés absolus. Hein. Ouais, donc ils ont des cycles de température colossaux. Et alors là, avec des systèmes comme ça, c'est pas grave. Ça se dilate un peu, ça se recontracte, mais vous avez toujours votre adaptation parfaite d'indice. Hein. Donc ça, c'est dû à une mouche, en gros. Encore un bel exemple ici. On appelle ça des petites libellules de feu, même si ce n'est pas des libellules, d'ailleurs, c'est des demoiselles. Mais vous voyez, là, c'est assez marrant. La structure de l'aile est la même ici et là. Simplement, ici, elle a développé une structure anti-reflet, et là, elle ne l'a pas fait. Et donc, s'il n'y a pas de structure anti-reflet, vous pouvez avoir des phénomènes d'interférence. L'interférence, c'est toute bête. Vous avez de la lumière qui se réfléchit sur la face avant de l'aile, et puis une autre qui se réfléchit sur la face inférieure de l'aile, et quand elles ressortent, dans certaines conditions, elles s'ajoutent, et ça fait une couleur, quoi. Voilà. Donc voilà. Alors ça fait des couleurs assez magnifiques. Hein. Et donc ici, c'est dans la partie la plus mince. Alors ça fait du bleu. Si vous augmentez un peu l'épaisseur, vous faites du jaune et des choses comme ça. Quoi. Voilà. J'avais dit que c'était antibactérien. Ça, c'est utilisé sur les manches des instruments chirurgicaux, sur les poignées de porte dans les hôpitaux, des choses comme ça. Hein. Donc l'idée ici, c'est qu'une bactérie, elle est un peu plus grosse que la structure, mais ça veut dire qu'elle ne peut pas se déplacer. En gros, elle va s'empaler sur ces structures-là, et donc elle meurt sur place, et les colonies de bactéries ne se développent pas sur ces surfaces-là. Voilà. Alors, et maintenant dans l'UV. Alors, la fluorescence naturelle. Là, je repose le micro et je vais vous montrer quelque chose. Ça se passait au Vietnam.
Donc la fluorescence, hein, vous connaissez le phénomène, vous avez un peu une torche UV par exemple, puis vous éclairez dans les boîtes de nuit, c'est les lumières noires hein, qui vous font sortir des couleurs flash comme ça, quoi. Voilà. Alors ça se présente comme ça, une torche UV maintenant. C'est fabuleux, ça coûte plus grand chose et ça permet d'aller n'importe où en forêt avec de l'ultraviolet avec soi, quoi. Et donc on était là dans les forêts du Vietnam. 1h, 2h du matin, et puis donc on éclaire comme ça les arbres, vous allez voir que tout fluoresce, donc c'est fascinant, puis tout d'un coup, là, qu'on voit une lampe qui s'allume en face de nous. Alors, des gens en pleine forêt au Vietnam à 1h du matin, c'est des braconniers, des gens pas trop fréquentables, donc tout de suite on éteint, et puis lui il éteint en face, quoi. Alors chacun attend, et puis au bout d'un temps quand même on rallume, il rallume. Bon, on a compris qu'en fait, on était tombé sur ceci. Si vous pouvez baisser un peu la lumière là-haut. Je vais le mettre dans le noir. Bon, je me tourne par là, imaginez. Alors, c'est un nid de frelons. Nid de frelons qui, vous voyez, bah, ça éclaire par terre, quoi, donc on a trouvé ça, on l'a ramené, vous le voyez, il est là. On a fait toutes les mesures et il s'avère que ce nid-là, c'est le champion du monde de la fluorescence terrestre, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé encore quelque chose qui fluoresçait plus que ça. Alors, pour faire savant, on calcule le rendement. Le rendement quantique, c'est le nombre d'ultraviolets que vous envoyez sur le nombre de lumière visible qui va sortir. Voilà. Le rendement ici, il est de 35%. Voilà. On n'a jamais vu ça. Alors, évidemment, là, ça fait le tour du monde, cette affaire-là. Maintenant, il faut savoir quel est le fluorophore qui fait ça, c'est-à-dire extraire la molécule, trouver sa structure et puis idéalement savoir la fabriquer, quoi. Parce que le monde médical en particulier est extrêmement à la recherche de nouveaux fluorophores, si possible organiques. C'est la plupart des fluorophores qu'on utilise comme marqueurs en médecine, c'est souvent minéral et c'est des cochonneries. Voilà. Donc là, il y aurait peut-être moyen d'avoir un marqueur organique très puissant et voilà, quoi. Alors, ça c'est près de chez vous. Alors, faut vous imaginer, vous vous baladez là-dedans. Pour prendre ces photos-là, c'est très simple, hein. On pose l'appareil photo, on laisse l'objectif ouvert, et puis on balaye l'environnement, et tout ce qui fluoresce apparaît. Alors ça, voilà, ça ressemble à ça. Les lichens sont extrêmement fluorescents, ils fluorescent jaune et bleu, les herbes fluorescent bleu, la chlorophylle fluoresce rouge par exemple, hein. Voilà, encore. Bon. Et ça, en gros, personne n'a étudié ça. Hein, parce que les torches UV, les LED qui fonctionnent dans l'ultraviolet, c'est une découverte finalement relativement récente, hein. Il y avait eu un prix Nobel de physique pour les LED bleus, ça remonte à une vingtaine d'années, mais passer du bleu à l'ultraviolet, c'est pas facile, hein. Voilà. Alors maintenant, c'est très courant, vous avez toutes les longueurs d'onde que vous voulez, et c'est extraordinaire, quoi. Alors voilà, ce joli champignon qui fluoresce, ça c'est des champignons près de chez moi, Fontainebleau. Vous voyez, alors ils ne fluorescent pas de la même façon sur le chapeau et sur la tige. Voilà. Alors, c'est très bien tout ça, mais moi je fais la fluorescence, c'est plutôt un boulot de chimiste, ça. Hein, il faut analyser la molécule, etc. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a des insectes en particulier qui sont fluorescents, mais qui ont mis les fluorophores à l'intérieur de la structure photonique. Alors ça, c'est très intéressant et ça crée des effets tout à fait particuliers. Alors, la fluorescence, je fais une petite animation là, c'est relativement simple, si vous voulez, c'est des changements d'énergie dans un atome. Si vous ne faites rien, alors donc là c'est pas beaucoup d'énergie, là c'est beaucoup d'énergie. Si vous ne faites rien,
les atomes, ils sont feignants comme nous, ils sont dans le milieu de plus basse énergie. Hein. Mais si vous envoyez de la lumière ici, si la lumière, elle apporte exactement l'énergie qu'il faut pour passer de là à là, ben, l'atome va le faire. Hein. Donc ça fait ça, il monte, alors il va trop là. Ensuite, ces états-là sont instables, c'est-à-dire que ces états excités, les atomes ne veulent pas y rester, ils veulent toujours redescendre. Alors, ils peuvent le faire de plusieurs façons différentes. Hein. La majorité, ben, ils redescendent en droite ligne, c'est le plus simple. Hein. Et du coup, il y a un principe de conservation de l'énergie, c'est-à-dire qu'ils avaient de l'énergie, ici ils n'en auront pas, il faut la retrouver quelque part. Alors on va la retrouver sous forme de lumière. Alors, vous voyez que s'il redescend comme ça, ben, il a reçu de l'UV, il va réémettre de l'UV. Mais par contre, il y en a, et c'est ça qu'on appelle les fluorophores, ils passent par un état intermédiaire ici. Et donc, ils vont émettre de la lumière non pas du haut vers le bas, mais du milieu vers le bas. Moins d'énergie, vous étiez dans l'UV, vous passez à une lumière qui n'est moins énergétique que l'UV, c'est-à-dire le visible. Hein. Donc la fluorescence, c'est ça. Alors, voilà notre nid. Hein, les petites bêtes, elles ressemblaient à ça. Donc, c'est des polistes. Et c'est celui que vous venez de voir ici, hein, très, très précisément. Et vous voyez, c'est le champion rendement quantique, champion du monde, 35-6. Alors, oui, je vous parlais de la fluorescence guidée. Petite histoire aussi avec ce très très beau longicorne là qui vient du Vietnam. Lui aussi, il change de couleur avec l'humidité. Et c'est ça que je regardais. Alors, et donc évidemment, je regardais la carapace ici, il change de couleur, c'est pas impressionnant d'ailleurs, mais bon, j'avais de couleur. Et puis, je l'ai eu des mois sur mon bureau, celui-là. Je n'ai jamais pensé à le retourner. Comme quoi, il faut être curieux. Hein. Et quand vous le retournez, vous voyez ça. Et ça, c'est des écailles, et vous voyez que la lumière ne sort que par les pointes. Alors, c'est de la fluorescence. Alors, du coup, ça y est, après, on fait le boulot, on fait une coupe ici, et on voit qu'à l'intérieur de chacun de ces poils, vous avez cette structure-là très vaguement hexagonale. Et quand on fait les petits calculs, eh bien, on voit qu'effectivement, la lumière n'a pas le droit de passer par les côtés, et que le seul chemin permis, c'est dans l'axe. C'est dans l'axe de l'écaille. Et donc, cet insecte-là, il fluoresce, et il illumine la pointe de ses écailles. Alors, après, c'est sur le ventre, donc ne me demandez pas quel est l'intérêt évolutif, on ne sait pas. C'est aussi un boulot qu'il faut faire, à essayer de comprendre l'intérêt de toutes ces choses-là. Un autre exemple sur ce très beau papillon, Troides magellanus, c'est encore un papillon qu'on trouve en Asie, en Asie du Sud-Est. Hein. Donc, c'est les ailes postérieures ici, ce beau jaune, c'est un pigment, mais si vous l'inclinez un peu, il apparaît vert comme ça. Mais il faut l'incliner énormément pour vous faire apparaître le vert. Et puis, cerise sur le gâteau, en plus de ça, il fluoresce. Donc vous avez 3 effets colorés différents, un pigment en incidence normale, une iridescence dans le bleu quand vous l'inclinez fortement, et s'il y a un peu d'UV, une fluorescence dans le bleu-vert. Alors la structure, elle est très belle, ça ressemble à ça. Et en fait, vous voyez que là aussi, vous avez des stries sur les écailles, mais que ces stries, et il y a des lamelles aussi, mais chez le morpho, les lamelles, elles étaient empilées comme ça. Là, elles sont comme ça. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'incliner beaucoup pour voir la fluorescence. Hein. Pour voir l'iridescence, il faut l'incliner énormément pour que la lumière tombe là-dessus. Mais il y a un fluorophore à l'intérieur. Et ce fluorophore, lui, il est guidé. Et il est guidé dans une direction exactement perpendiculaire à la réflexion du verre. Quoi. Autrement dit, ça, c'est un message coloré. Selon l'orientation de l'aile, vous voyez soit l'iridescence, soit la fluorescence. C'était un mâle. Alors, je ne sais pas si c'est encore un truc pour causer aux femelles. Voilà. Alors, j'ai pratiquement fini. Quand même des idées sur l'intérêt de la fluorescence naturelle. Elle a été démontrée chez extrêmement peu d'organismes. C'est très difficile à montrer. Mais les premiers, c'était très jolies petites araignées sauteuses. Alors les araignées, c'est des araignées toutes petites. Hein. C'est vraiment
moins d'1 centimètre. Et mâles et femelles, ils ont ce qu'on appelle des pédipalpes ici, c'est les trucs qu'ils ont devant comme ça. Chez le mâle, ça ne fluoresce pas, mais c'est iridescent. Et chez la femelle, c'est fluorescent. Et là, on a montré, alors là, c'est des manips jamais très sympathiques, si vous voulez. Ils avaient commencé par mettre un fluorophore sur les pédipalpes du mâle, donc les pédipalpes du mâle fluoresçaient. Bon, il n'a jamais pu se reproduire, parce que les femelles, ils disent, bon, c'est une autre femelle, j'en veux pas, au contraire, je vais essayer de la bouffer. Hein, voilà. Et puis ensuite, ils ont caché les pédipalpes de la femelle, et puis les mâles les reconnaissaient parce que se croyaient entre mâles, et là aussi ils se bouffaient, etc. Donc là, c'est assez facile d'établir une fonction. Hein. C'est de la communication entre mâles et femelles. Alors ça avait été déjà démontré chez les perruches. Hein. Les perruches fluorescent, sous l'eau évidemment. On connaît beaucoup mieux la fluorescence marine que la fluorescence terrestre, d'ailleurs. Je ne sais pas très bien pourquoi. Et là, dans ces coraux-là, qui sont des coraux de surface, c'est assez clair que c'est une protection contre les UV. Hein. Un fluorophore, finalement, bon, il réémet de la lumière, mais c'est un pigment qui absorbe les UV. Hein. Les UV sont absorbés, donc s'ils sont absorbés, c'est un peu... Nous, on se protège avec la mélanine, hein, qu'on a dans les cheveux, dans la peau. Elle est là pour ça, pour se protéger des UV. Eux, ils ne font pas de mélanine, mais ils ont un fluorophore qui absorbe les UV. Ça leur fait de la couleur en plus. Voilà, alors j'ai terminé. Pour en finir sur le biomimétisme, si vous voulez, donc vous avez compris que ce qui m'intéressait moi, c'était plus les principes du vivant que leur réalisation. Les réalisations, ça peut être très bien ou pas très bien du tout, si vous voulez. Ça... tout le monde s'extasie là-dessus. Pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale écologique. Les lignes des TGV, des trains à grande vitesse, sont des catastrophes écologiques. Elles sont obligatoirement clôturées, et donc on sait que ça isole des populations, que ça empêche des mixages génétiques, etc., etc. Bon, alors ils sont inspirés de lui pour faire ça. Ils ont fait ça peut-être en tuant lui. Enfin, vous voyez, donc il faut faire attention quand même. Il y a le bon et le mauvais biomimétisme. Ça, c'est une chronique qu'on avait écrite avec le CBio. Le CBio, c'est le centre d'excellence en bioinspiration, centre d'excellence européen en bioinspiration, pour dire que le bon mimétisme, le biomimétisme doit être au service de la vie. Donc on va se fâcher avec les militaires, mais... voilà, le plus gros laboratoire de bioinspiration au monde, c'est un laboratoire de la Navy aux États-Unis. Ils ont 2000 chercheurs qui travaillent sur tous les bestiaux marins pour fabriquer des torpilles plus silencieuses, avec des nez de dauphin, avec des peaux de requin, enfin, etc., etc. Bon, ils font du biomimétisme. Bon, c'est pas ma tasse de thé. Voilà, bon, vous pouvez retrouver ça dans un petit bouquin qui est là, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On va prendre des questions maintenant, si ça vous va. Oui. Avec le micro. Vous voulez venir jouer au... Non. Vous voulez pas garder le micro? Un petit sujet. Question? Bonjour, merci pour votre exposé. Ben, je vous en prie. Vraiment, c'était un régal. Alors, une question, c'est pas une question piège, hein, c'était vraiment comprendre. Vous nous avez montré 5-6 éléments chimiques qui étaient ultra importants dans les briques utilisées dans le vivant. Dans les structures. Hein. Dans les structures. Dans les structures. Hein. De mémoire... On a du fer, on a du cobalt, on a plein d'autres choses. Hein, mais de mémoire, on n'a pas parlé de la chlorophylle, qui moi me semblait être un élément important, et de mémoire, il doit y avoir un machin de magnésium au milieu. Ma question, c'est est-ce que vraiment on a une idée de pourquoi c'est ces quelques éléments chimiques, parce que finalement c'est très très peu, est-ce que c'est leur état énergétique? Est-ce qu'on en a une idée? Parce que c'est étonnant d'avoir ces 6-là un peu répartis.
J'ai peur que non. Bon, ils ont des caractéristiques, mais ça répond pas à votre question. Ils ont des caractéristiques, c'est que c'est des éléments qui sont immédiatement réutilisables. C'est-à-dire que quand vous promenez en forêt, c'est très rare de trouver des cadavres. C'est pas faux. Et parce que quand il y a un insecte qui meurt, en général, à la fin de la journée, il a été soit rebouffé, soit déjà par un autre organisme terrestre, ou alors il est décomposé, il rentre dans le sol, ou il est bouffé par des bactéries, etc. Et c'est un peu la caractéristique de ces éléments-là. Je ne suis pas sûr que nous, quand on laisse tomber une canette... L'aluminium, par exemple, en fait pas partie, ouais. Peut-être pour des questions de... finalement, il n'aurait pas été sélectionné par des processus... C'est très... moi, ça m'interroge beaucoup de savoir. Bon, je ne réponds pas à votre question. C'est pas grave. Je ne sais pas, mais c'est très étonnant de voir que, par exemple, la nature n'utilise pas les métaux pour se structurer. Oui, bien sûr. Bon, on en a évidemment sous forme d'ions, là, c'est fondamental. Nous, on a du fer, il y en a d'autres qui ont du cobalt, etc., dans le sang, des choses comme ça. Mais pour se structurer, le métal, chez nous, c'est quand même vachement bien, quoi. On donne la forme qu'on veut, il y en a des durs, il y en a des mous, il y en a qui résistent à la température, d'autres pas, etc. Ça paraît un matériau fabuleux. Ça n'est jamais utilisé. Il n'y a pas de métaux dans la nature. Semi-conducteur, il y a la silice. Alors, le carbone, on peut dire que c'est un semi-conducteur. Semi-conducteur à grand gap, limite. Bon, le silicium, c'est un semi-conducteur. Lui est utilisé. Mais il est utilisé pour faire de la silice, et pas pour ses propriétés semi-conductrices. Et puis c'est tout, quoi. Mais je vous disais, il y a des... en Amazonie, vous avez un poisson torpille, là. Comment elle s'appelle ? Bon, c'est une espèce d'anguille. Hein. Elle fait du 600 volts, 5 ampères. C'est-à-dire que moi, si dans mon labo, si j'achète une alimentation de 600 volts, 5 ampères, c'est une caisse comme ça. Hein, voilà, là c'est un poisson. Et donc on peut faire... Bon, ça on commence à le découvrir. Hein. L'électronique organique, maintenant, on commence à savoir faire. C'est-à-dire qu'on arrive à faire de l'électronique, c'est-à-dire... L'électronique, c'est de la conduction. Hein. Il faut être capable de faire passer des courants ou de les arrêter, de les stocker, etc. On commence à le faire en organique. Et on le fait sous la pression. Je me permets un élément complémentaire. Vous nous avez parlé du visible, de l'UV. Est-ce qu'on a des structures qui réagissent en réémettant dans l'infrarouge ? Alors, vous m'aviez demandé de me présenter au début. Moi, j'ai fait ma thèse, donc c'était dans les années 75, je crois, quelque chose comme ça. Et ma thèse, ça portait sur des matériaux pour la conversion photothermique de l'énergie solaire. Là, autrement dit, pour faire les capteurs plans, en gros les capteurs plans qui nous font l'eau chaude. Là, voilà. Alors, la propriété... Alors, pourquoi il y avait une thèse à faire là-dessus ? C'est que vos capteurs plans, ils chauffent, mais comme vous le savez, un corps chaud, ça réémet. Alors, pas tous, hein. Le corps chaud idéal qu'on appelle le corps noir, effectivement, il absorbe, il chauffe, il réémet. Donc, ce n'est pas un bon capteur. Et le capteur idéal, c'est un capteur qui, bien que chaud, ne réémette pas. Et ça existe. C'était le résultat de ma thèse. Donc ça marche. Donc je faisais ça, et puis depuis tout petit, je courais après les papillons, et je me suis dit, une fois que j'ai fini ma thèse, que j'avais fait les choses sérieuses, après on se lâche, et je me suis dit, mais les papillons se chauffent à l'énergie solaire. C'est leur principale source. Ils en ont une autre comme nous, c'est que quand il n'y a pas de soleil, ils agitent les muscles et puis ça chauffe. Mais ils ne vont pas loin avec ça, si vous voulez. Hein. Donc vraiment, ils se chauffent au soleil, et je me suis dit, ils ont forcément trouvé un truc fabuleux, quoi. Hein. Ils font ça depuis bien plus longtemps que nous. Et j'ai regardé, et j'ai été très déçu, d'abord. Et ensuite, je me suis aperçu qu'en fait, c'était génial. Encore une fois, c'était pas un capteur parfait. Parce qu'un capteur parfait, ça chauffe trop.
Il chaufferait trop. J'en ai chez moi pour mon eau chaude. Quand il a fait beau la semaine dernière, le capteur monte à 100, 150, 200 degrés. Alors derrière, ça chauffe. Et puis dès que votre eau chaude elle atteint 60, 70 degrés, on arrête tout parce qu'autrement, elle va se mettre à bouillir. Donc ça chauffe trop. Et un papillon qui chauffe trop, il meurt. Autant il résiste bien au froid. Il y a des papillons, même chez nous, là, on peut en trouver dans les granges qui passent l'hiver, très bien. Ils se réveillent au printemps, ils font la première génération, puis ils meurent. Mais le chaud, il ne résiste pas. Un papillon qui vole, c'est assez logique, il est à la même température que nous. Un papillon qui vole est entre 37 et 40 degrés. S'il atteint 45, il est mort. Et ça, c'est un problème. Et c'est là où ils sont géniaux, c'est-à-dire qu'ils ont inventé l'autostabilisation en température, c'est-à-dire que quand il est trop froid, il absorbe et il ne réémet pas. Et dès qu'il devient trop chaud, il réémet. Et ça, alors, bon, moi j'ai trouvé ça a fait un scoop. Je ne sais pas si c'est beaucoup utilisé dans les capteurs, mais par contre, nos amis militaires ne rêvent que de ça. Si vous arrivez à faire un matériau qui s'adapte à la température, il devient invisible en infrarouge. Il sera à la température environnante, quoi. Voilà. Donc c'est de la bonne bio-inspiration, comme je disais tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Comment les ailes de papillon réagissent aux alpha, bêta, gamma naturels? Je pense pas. Ça passe à travers. Comme nous. Parce que peut-être qu'on pourrait s'en servir d'une aile de papillon comme détecteur alpha, bêta, gamma, ce serait chouette. Ça serait chouette, ouais. Ou pour aller sur Mars, mais... Avec plein de couleurs, ça ferait des... Non, j'ai peur que ça passe... Bon, j'ai pas regardé, ceci dit, hein. C'est pas mon domaine, mais je pense que ça passe à travers, quoi, sans problème. C'est de la chitine, hein. Je sais pas comment on les chope, les alpha, bêta, gamma, mais sûrement pas avec du carbone, quoi. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a finalement beaucoup d'études et de moyens donc, pour essayer de comprendre un peu mieux ça et de l'utiliser à de bonnes fins? Il y en a, mais c'est compliqué. Parce que ce que je vous ai montré là tout à l'heure, c'est les structures naturelles sont multifonctionnelles. Et donc multifonctionnelles, ça veut dire que ça ne peut pas être le boulot d'un physicien. Il faut que ce soit un physicien, un biologiste, un chimiste, etc., etc. Et donc quand vous demandez des sous, alors ça c'est un peu l'hypocrisie des périodes de crise comme ça, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup d'argent, on saute sur la première occasion pour ne pas le donner. Hein. Donc, on n'arrête pas de nous dire que oui, il faut être pluridisciplinaire, il faut plus travailler tout seul, etc. Ce qui est vrai, sauf que quand vous demandez de l'argent, ça passe par des commissions. Enfin, je ne sais pas s'il y a des universitaires parmi vous. Enfin, il y a des commissions par discipline, hein, à l'université ou au CNRS. Il y a une certaine logique. Si vous faites de la chimie, vous n'allez pas demander à une commission de physique des solides de juger votre projet et de donner de l'argent. Et donc, on demande, et ils ne savent pas dans quelle commission mettre. Parce que mes projets, c'est de la physique, de la chimie, de la biologie. Et alors, ils mettent dans un truc qui est plus ou moins... Alors, un peu plus de physique-chimie, on arrive encore à s'entendre, si vous voulez, mais avec les biologistes, on ne s'entend pas du tout. On parle pas le même langage, quoi. Donc en fait, les financements, il y a beaucoup de projets qui sont rejetés pour ça. C'est-à-dire qu'on nous dit, on ne sait pas juger, voilà. Et c'est probablement, en plus, je pense que c'est honnête. Simplement, il faudrait que dans une commission, ils aillent demander à un biologiste pour savoir ce qu'on propose est réalisable ou pas. Eux, ils ne sont pas capables de le dire, quoi. Alors ils disent, c'est toujours super. Ça, par contre, c'est génial. Hein. On a toujours des trucs, c'est fabuleux ce que vous faites, c'est extraordinaire, il faut vraiment foncer. Et puis au moment où il faut récolter des sous, non,
Voilà. Donc, compliqué. Compliqué. Et c'est pas en période de crise comme maintenant que ça va devenir plus facile. J'ai une question. Vous êtes donc en recherche fondamentale. Je suis là, monsieur. Ah, pardon. Vous êtes donc en recherche fondamentale, d'après ce que j'ai compris. Oui. Est-ce que vous avez des liens avec les applications pratiques, avec qui vous travaillez, ou est-ce que vous restez vraiment dans votre domaine ? Non, on a beaucoup de liens. Bon, le principe de la recherche fondamentale académique, c'est que bon, voilà, on trouve quelque chose, on publie. Et donc, du coup, c'est à la merci de tout le monde. Et c'est ça notre boulot, si vous voulez. On n'est pas là pour... l'université n'est pas tellement là pour faire des développements. Hein. Donc, on met ça à disposition. Et ce sont les industriels qui viennent nous voir. Et il y en a beaucoup. Hein. Donc, moi, je vous ai parlé des billets de banque tout à l'heure. Ça, c'est une proposition qu'avait faite mon équipe pour la Banque de France au moment où ils allaient fabriquer l'euro. Ça n'a pas été retenu pour l'euro d'ailleurs, au demeurant, mais voilà, c'est ce système tout simple pour faire apparaître ou disparaître un motif sur des documents. Ça, c'était la Banque de France. On a beaucoup travaillé avec des fabricants de fibres synthétiques, mais des fibres pour les vêtements, si vous voulez, hein, qui voulaient faire des fibres colorées sans pigments. Les pigments pour les tissus, ben on sait, ils finissent par partir et ça se ternit, etc. Si c'est une structure, à part détruire la fibre elle-même, voilà. Et donc on avait fait un truc comme ça. Ouais. Pour la petite histoire, il y avait quand même quelqu'un qui avait remarqué que quand c'était mouillé, ça devenait transparent. Et alors beaucoup pour le maquillage. Oui, donc on a beaucoup travaillé avec Chanel, par exemple. Alors, à la fois pour faire toujours pareil, si vous voulez, le maquillage traditionnel, celui qu'il y avait un peu jusqu'à maintenant, c'est des pigments qu'on leur supprime les uns après les autres. Ils sont toxiques, ils sont potentiellement cancérigènes, puis cancérigènes. Donc en fait, la liste des pigments utilisables en cosmétique, c'est directement sur la peau, si vous voulez. C'est encore autre chose que dans un vêtement. Donc il travaille énormément sur les couleurs physiques, parce que les couleurs d'origine physique, ça se fait avec un bout de plastique, ça se fait avec de la chitine, de la kératine, avec tous ces matériaux-là, qui sont des matériaux biologiques, qui n'ont absolument aucun effet sur la santé. Voilà. Donc voilà, encore des exemples. Et puis les militaires. J'ai fait ça un temps. Maintenant, je ne sais plus ce qu'ils font. Ils ne me demandent plus parce que je crois que c'est intégré, c'est fait, quoi. Mais sans nous faire un cours de physique, vous nous avez dit bleu, 400 nanomètres. Il faut qu'il y ait l'écart dans la structure de 400 divisé par 4. Ouais, on adore. Est-ce qu'on l'applique à d'autres gammes de couleurs? Ah, bien sûr. Bien sûr. Oui, non, vous faites absolument toutes les couleurs que vous voulez avec la physique, si vous voulez. Mais il y a quelque chose de... je parlais de l'économie de la nature tout à l'heure. Les couleurs, c'est assez magnifique pour ça, si vous voulez. Si vous voyez du bleu dans la nature, enfin du vivant, hein, je parle, peut-être pas les fleurs. Ça, je pense qu'il y a des pigments bleus chez les fleurs, mais chez les animaux, les champignons et la plupart des plantes, si vous voyez du bleu, c'est une structure. À 99%. Alors ce qui est génial dans la nature, c'est qu'il y a forcément des exceptions. Mais pour vous donner et à mon avis, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un intérêt là vraiment important à faire le bleu avec une structure et pas avec un pigment. Il y a un très beau papillon qu'on trouve à Cuba en particulier, qui est bleu et pigmenté. Alors il est magnifique. Hein. Vous l'attrapez, vous le tuez, vous le mettez dans votre boîte là pour 5 minutes après, il est vert et puis ensuite il n'a plus de couleur. Ça veut dire que le bleu, il faut qu'il le fabrique en permanence. Donc c'est un coût énergétique colossal. Alors il y a une raison, on peut faire de la physique si vous voulez, très simplement. Si vous voyez quelque chose de bleu par un pigment, ça veut dire que la molécule, elle a absorbé tout le reste.
Donc, en gros, elle a absorbé le rouge, le jaune, etc. Et il reste que le bleu. Alors, pourquoi? Et ça, c'est monstrueusement dur à faire parce qu'il y a un lien direct entre la taille de la molécule et la taille de la lumière qu'elle veut absorber. Le rouge, c'est les grandes longueurs d'onde. Donc, pour absorber le rouge, il faut faire des grandes molécules. Et si vous faites des grandes molécules, elles se cassent. Elles sont très instables, elles se cassent. Donc, quand vous voyez du bleu, c'est de la physique. Ça n'explique pas pourquoi, dans l'autre sens, la physique pourrait faire le rouge. Mais ça ne se fait pas énormément. Ça se fait, bon, vous en avez vu un peu du rouge là, dans certaines circonstances, si vous inclinez. Bon, une structure, ça fait toutes les couleurs que vous voulez. Il suffit de changer les... Oui, il faut 150. Ah oui, oui, non, c'est extrêmement sensible. Ouais. J'ai une question à propos des structures. Il y a forcément donc une fabrication d'origine génétique. Ouais. Est-ce que vous faites le lien donc avec certains gènes? Alors, dans mon labo, non. Hein, on n'a pas de biologiste, mais avec les gens du muséum, bien sûr. Il y a des gens qui savent faire... qui essaient de faire pousser ces structures-là en partant des gènes, comme ça, de faire des réacteurs de structures. Donc ça se maîtrise un peu, ouais. Vous parlez du traitement de la lumière donc, en donnant une fonction, par exemple chez la femelle qui a des appendices qui reflètent telle lumière. Mais ça c'est du déterminisme, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas le hasard justement génétique qui fait qu'au bout d'un moment il y a eu... Bon, mais c'est la sélection naturelle, si vous voulez. Hein. C'est vrai que on fait souvent des abus de langage. On dit le papillon fait du bleu parce qu'il se fera mieux voir par la femelle. Le papillon, il sait pas ce qu'il fait. Il se trouve que c'est vachement bien pour lui d'être bleu et que ça marche. Hein, mais c'est des abus de langage souvent qu'on fait là. Mais non, tout ça, c'est la sélection naturelle, si vous voulez. Si le morpho, il y a peut-être des morphos qui sont sortis rouges un jour et puis qui ne se sont jamais reproduits, quoi. Et puis ils ont giclé et on trouve que les bleus. Enfin, mais il y a un très bel exemple chez les papillons, un papillon qu'on a vu changer de couleur à l'échelle humaine. Ça s'est fait en un siècle. Hein. C'était Biston bitularia, c'est un petit papillon de nuit qui est blanc et qui se pose sur les bouleaux, donc camouflé comme ça. Voilà. Révolution industrielle, ça a commencé en Angleterre. Les arbres ont noirci en un siècle, même pas, la forme blanche avait complètement disparu, tous les papillons étaient noirs. Donc c'est une adaptation, ça va très vite. Hein. Bon. Est-ce que cette lumière physique est utilisée chez les mammifères? Vous avez montré des insectes, est-ce qu'il y a un autre groupe du vivant qui utilise ces structures? La question était de savoir si des mammifères faisaient aussi de la photonique, en gros, quoi. Alors oui, l'ours blanc, par exemple. L'ours blanc est fluorescent. Vous savez qu'il a des poils très particuliers, l'ours blanc. Hein. Il a deux types de poils, poil de jarre, poil de bourre. Il y en a un qui est creux, l'autre qui est plein, etc. Alors là aussi, multifonction. Hein. Le poil creux, c'est un superbe isolant, ça fait les polaires. Hein. Poil blanc, ça fait un petit duvet. Les bébés n'ont que ça. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus blancs. Et ce poil qu'on appelle le poil de bourre est fluorescent. Et ça, c'est ça qui fait que l'ours blanc est blanc, parce que sinon, il est jaune. Et donc, au soleil, il fluoresce dans le bleu, c'est du tryptophane. Vous pourrez regarder, hein, mes cheveux blancs. Le tryptophane, on en a tous, hein, c'est un des acides aminés courants et le tryptophane fluoresce en blanc. Et donc, en gros, tous les animaux arctiques, hein, donc l'ours blanc, mais le renard blanc, le lapin des Alpes, là, et les oiseaux aussi, hein. Les oiseaux blancs, voilà. Alors ça, c'est une caractéristique de la vision des mammifères. Ils sont pas tous trichromiques comme nous, mais enfin la plupart. Et le cône qu'ils voient dans le bleu est très peu sensible.
Donc si vous envoyez une lumière blanche au sens mathématique du terme, c'est-à-dire plate, quoi, où il y a exactement la même quantité de chacune des couleurs, comme on est peu sensible dans le bleu, on le verra jaune. On verra plus l'autre partie. Et donc pour faire du bon blanc, on rajoute du bleu. Alors nos grands-mères savaient faire ça, hein, dans les lessives, elles mettaient du bleu de méthylène. Hein. Et puis après, les lessives, elles ont mis des fluorophores qui fluorescent dans le bleu. Hein. Je ne sais plus pourquoi on disait ça. Si, les ours blancs pour faire du blanc, quoi. Ouais, ouais. Donc voilà, mais là aussi, au Vietnam en particulier, on a trouvé des rats qui sont monstrueusement fluorescents. Mais alors, beaucoup plus que mes pauvres cheveux, là, vraiment qui fluorescent. Alors, probablement moins que le nid qu'on a là, mais qui fluorescent beaucoup, quoi. Et dès que ça commence à fluorescer beaucoup, ça pose vraiment la question de savoir s'il y a un intérêt ou pas. Les biologistes ne se sont jamais intéressés à la fluorescence parce qu'ils disaient tout fluoresce en gros. Si vous mettez le paquet en UV, vous arriverez à faire fluorescer à peu près n'importe quoi, mais c'est tellement minable que ça ne se voit pas. Mais quand vous avez des rendements colossaux comme ça, qui changent la couleur, même avec les UV, bon, nous on a nos UV à la main, mais il y a les UV du soleil qui sont colossaux, les UV de la lune la nuit, c'est les mêmes, il y en a moins mais c'est les mêmes si vous voulez. À partir du moment où ça se voit, où ça change la couleur, il faut vraiment se poser la question, quoi. Vous avez vu, lui c'est difficile à voir tellement il fluoresce, mais il fluoresce plutôt vert, hein, alors qu'il est jaune. Donc on peut imaginer un camouflage, voilà. Par exemple, hein, ils sont sous les feuilles là, mais ce qui est à peu près sûr quand vous avez des choses comme ça, c'est vraiment protection des UV. Hein, comme on disait tout à l'heure, bon, les fluorophores, ils absorbent les UV, ils en font autre chose, mais ils absorbent les UV. Et probablement dans un nid de guêpe comme ça, ils sont très hauts dans les arbres, ont probablement une belle luminosité. C'est un nid, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une larve qui n'a pas un poil de mélanine, hein, qui est toute blanche, là, et si elle se prend des UV, elle crève, quoi. Hein. Donc on peut imaginer que là, le fluorophore, il protège de ça. Et puis il peut peut-être aussi indiquer les cycles jour-nuit ou circadiens, j'en sais rien, à la larve, et savoir si c'est le moment de sortir ou pas. Enfin, voilà. Mais tout ça, c'est des hypothèses, et c'est ça qui est génial, en fait. Mais il faut le tester, si vous voulez. C'est bien beau les idées, mais c'est pas facile de faire un test, de faire de l'éthologie sur un nid de guêpe. Compliqué, hein. Mais chacun son boulot. Hein. Dernière question, du coup, peut-être. On dirait des structures, là. Oui, un peu. Hein. Il y en a des bleues, des vertes. Je me disais, quand vous parliez, j'ai une idée qui est venue, peut-être que ça a une fonction aérodynamique, parce que à chaque fois vous parlez des ailes, donc je me dis peut-être qu'il y a un transfert de chaleur par la lumière qui passe au travers, et qu'en dessous il fait plus chaud, et que donc ça augmente comme un parachute gonflé. Oui, très, très probablement. Alors, le vol des papillons, il est très étudié, hein. On connaît bien, mais c'est effectivement très compliqué. Parce que l'aile bouge, elle se déforme, par exemple. Alors, c'est une chose toute bête, on ne pense pas forcément, si vous voulez, mais quand vous avez un organisme qui vole en battant des ailes, obligatoirement, le mouvement vers le bas ne peut pas être le même que le mouvement vers le haut. Parce que le mouvement vers le bas le ferait monter, le mouvement vers le haut le ferait descendre. Alors les ailes des papillons, elles ont une souplesse variable. C'est-à-dire que quand ils poussent vers le bas comme ça, il y a un influx de lymphe dans les nervures, et l'aile est très rigide. Alors qu'au contraire, c'est l'inverse, pardon, c'est quand ils remontent, en fait, l'aile, elle est toute molle. Elle se vide de lymphe, elle devient toute molle, et donc elle est très courbe comme ça. Donc en fait, il n'est pas du tout plaqué au sol. Et par contre, quand il veut monter, là, elles sont parfaitement rigides, et voilà, quoi. Alors, ça c'est au niveau de l'aile, mais après, vous avez ce qui se passe au niveau des écailles. Les écailles bougent. C'est-à-dire qu'elles aussi, elles battent
elles sont tenues par un pédicelle extrêmement fin. Et donc, dans le mouvement vers le bas, les écailles sont plaquées contre la membrane. Et le mouvement vers le haut, au contraire, elles s'en écartent. Et donc, ça casse les turbulences. Enfin, voilà, ça fait des choses comme ça. Et alors après, vous parliez de thermique là, Oui. Ça je sais moins. S'il y a un effet aérodynamique qui fait monter, eh ben je prévois qu'un jour on fera des parachutes qui décollent tout seuls avec les 35% de rendement. Et donc il n'y aura plus besoin de pétrole. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Serge Berthier. Voilà, et merci à vous. Un grand merci aux personnes qui ont fait la technique, à la médiathèque de nous recevoir. Bonne soirée.